compréhension des langues, et ce sont les trois sources du coup qu'on peut utiliser pour raisonner sur la question de l'usage des langues devant les chambres commerciales internationales. Les deux protocoles CCI, devant le tribunal des activités économiques de Paris et devant la Cour d'appel de Paris, et le guide pratique de procédure devant les CCI du TAE donc, et de la Cour d'appel. L'idée globalement, c'est d'adapter la procédure juridictionnelle pour permettre l'utilisation de l'anglais. Donc c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière sur la genèse et la raison d'être des chambres commerciales internationales. Proposer une justice plus simple, plus fluide aux opérateurs économiques désireux de procéder en anglais, en allégeant l'obligation d'ordre public de procéder en français devant les juridictions françaises. Donc l'idée, c'est vraiment la souplesse, l'adaptation, la flexibilité, adapter la procédure juridictionnelle en permettant l'usage de l'anglais. Quelle est la solution qui a été privilégiée dans la mesure où il n'est pas possible de déroger complètement au français comme langue de procédure, ou au moins comme langue des actes juridictionnels. On arrive devant les CCI, et ça ce sera peut-être l'objet d'une discussion critique la prochaine fois, à une forme de bilinguisme. Le français n'est pas complètement écarté, mais coexiste à côté de l'anglais qui est supposé être référé par les opérateurs du commerce international. Par principe, la procédure est en français devant les CCI. Par principe, la procédure est en français, ainsi que les actes de procédure sont rédigés en français, les plaidoiries se font en français, les notes d'audience et les PV sont établis en français, et les jugements et arrêts sont rédigés en français. Donc on retrouve quand même le français. Il ne faut pas avoir une vision des choses où le français est complètement écarté, où on aurait une procédure qui serait de bout en bout en anglais avec simplement des actes en anglais. En réalité, on a une forme de bilinguisme. Par principe, la procédure est en français et les protocoles prévoient dans différents articles que les actes de procédure sont rédigés en français, que les plaidoiries se font en français, que les notes d'audience et les PV sont établis en français, et surtout que les jugements et arrêts sont rédigés en français. Par exception, l'anglais est assez largement admis. Par conséquent, il est possible de verser au débat des éléments de preuve, des pièces, en anglais, sans traduction. Il est possible pour les parties, pour les témoins, pour les experts, pour les conseils, de s'exprimer en anglais s'ils le souhaitent. Et les jugements et arrêts restent rédigés en français, mais avec une traduction officielle en anglais. Donc en fait, on a le français qui coexiste avec l'anglais devant les CCI. Pour l'anglais, il est possible de verser au débat des pièces en traduction. Il est possible pour les parties, témoins, experts, conseils de s'exprimer en anglais. Et les jugements et arrêts rédigés en français en application de la demande de liberté sont quand même accompagnés d'une traduction officielle en anglais. La question de la traduction est envisagée par les protocoles. Si on a une contestation sur la traduction libre d'une pièce, le juge peut ordonner sa traduction officielle aux frais de la partie qui produit la pièce. Comme on a cette situation de bilinguisme, forcément la traduction est assez présente. Donc si on a une contestation sur une pièce librement traduite, le juge peut ordonner une traduction officielle aux frais de la partie qui produit la pièce. Mais on a vu que les frais de traduction sont des dépenses en vertu de l'article 695, et donc ce sont des frais qui, in fine, peuvent être supportés par la partie perdue. Mais pour le procès, c'est la partie qui produit la pièce qui devra assumer les frais de traduction. Il est possible aussi de réaliser une traduction simultanée des débats pour une partie à ses frais. Donc là, c'est pour éviter qu'une partie ne soit spectatrice de son procès. Avec les CCI, il s'agit d'offrir une justice qualitative, et donc on cherche à éviter que des parties ne se sentent plus leur propre procès parce qu'elles n'en comprennent pas la langue. Donc il est possible d'obtenir la traduction simultanée des débats pour une partie à ses frais. Et puis, si une partie, un témoin ou un expert s'exprime dans une langue étrangère, et qui n'est pas l'anglais ou le français, là aussi une traduction simultanée peut être faite pour les autres parties, pour la traduction à ses frais.
l'anglais qui coexistent, et il y a aussi la question des autres langues que le français et que l'anglais. Dans ce cas-là, c'est par le biais d'une traduction que les difficultés linguistiques sont résolues. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les protocoles. Et dans le guide de procédure, qui est donc un document sous-développé concernant le fonctionnement des CCI devant le tribunal des activités économiques et devant la Cour d'appel de Paris, on retrouve les mêmes idées. Une large place est laissée à la langue anglaise. Le juge n'a pas besoin d'interprète s'il connaît la langue des parties. Ça, c'est l'article 23. Le guide affirme aussi qu'il est possible de produire en anglais sans traduction les pièces échangées entre les parties. Et les parties sont toujours libres de produire des traductions libres, qui en cas de contestation donneront lieu à une traduction officielle. Il est possible pour les témoins, experts, parties, conseils d'être entendus en anglais sans interprète, d'où la nécessité pour les juges de maîtriser parfaitement l'anglais. Et les juges eux-mêmes peuvent s'adresser aux parties en anglais sans interprète. Donc ça, c'est une spécificité forte. Même si en France, on procède en anglais et les juridictions sont censées rendre leurs décisions en anglais, en français, là, on a des juges qui sont censés maîtriser l'anglais et pouvoir s'exprimer avec les parties et comprendre les parties, leurs conseils, leurs témoins, leurs experts, sans interprète. Aucune traduction simultanée n'est prévue pour l'anglais. C'est seulement le cas pour les autres langues étrangères. Et le bilinguisme est assumé. Il est possible qu'une partie s'exprime en anglais, une autre en français. L'important, c'est que chacun se comprenne. Et si l'une des parties ne parle pas l'anglais ou le français, il y aura traduction simultanée éventuellement aux frais de la partie qui arrive. Alors, ce bilinguisme, il laisse une place pour les autres langues, comme on l'a vu. Ça c'est ce qui est dans les protocoles aussi, si on a des pièces, des actes qui sont établis dans une autre langue que le français ou que l'anglais, cela passe par une traduction, soit libre, soit officielle, si jamais il y a contestation sur la traduction libre, encore une fois. Même chose s'il faut auditionner un témoin, un expert, entendre une partie dans une autre langue que le français ou que l'anglais. Dans ce cas-là, il faudra procéder à une traduction simultanée aux frais de la partie qui s'exprime dans cette langue ou qui a sollicité le témoin ou l'expert. Le français reste impératif pour les actes de procédure, donc l'assignation, la déclaration d'appel, les constats d'audience, les notes d'audience, les conclusions, les bordereaux de communication des pièces, les PV d'audition, les jugements, les ordonnances, les arrêts, tout cela et tous les autres actes de procédure que l'on peut imaginer dans le cadre du procès restent rédigés en français. Assignation, déclaration d'appel, constat d'audience, note d'audience, bordereau de communication de pièces, jugement, arrêt, ordonnance, tout cela reste rédigé en français avec traduction officielle pour les jugements et arrêts. Donc c'est un système qui se veut optimal, mais on voit déjà apparaître ses limites. Une langue, le français, en pratique deux, le français et l'anglais, voire plus, puisque les autres langues ont aussi leur place devant les chambres commerciales internationales, avec la possibilité de recourir à des traductions pour les actes, les pièces, et à des traductions simultanées pour les éditions, les parties, les témoins, d'experts. Donc on peut arriver quand même à une situation où on a une multiplicité de langues du procès devant les chambres commerciales internationales et le bilinguisme est susceptible de poser problème. On a une procédure où on a des parties ou des conseils qui peuvent s'exprimer, l'une en français, l'autre en anglais, puisque ce sont les deux langues procédurales devant les CCI. Et donc toutes les difficultés liées à la traduction ou toutes les difficultés liées au passage d'une langue dans une autre se posent quand même concrètement devant les CCI. Et ça, je pense que ce sera expliqué si vous souhaitez dans la présentation. On peut craindre aussi, on revient au début de la séance, que les principes fondamentaux du procès soient atteints du fait du bilinguisme. Et puis on peut redouter que cela génère aussi un coût important pour les parties. La question des langues étrangères autres que l'anglais reste un petit peu en suspens. On comprend que les parties, les témoins, les experts peuvent s'exprimer dans une autre langue, que dans ce cas-là, il y aura traduction simultanée. Mais c'est un facteur de complexité
Et donc, il faudrait voir en pratique quelle est la place réelle des autres langues devant les CCI. Bonjour. Et puis, il y a aussi, alors de l'autre côté de la barre, la question de la qualification des juges. Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit la semaine dernière, je crois. Devant le tribunal des activités économiques, ex-tribunal de commerce, l'anglais semble suffisamment bien maîtrisé. En revanche, devant la cour d'appel, un peu moins. Et donc, pour ce type de système, il faut véritablement des juges bilingues. Et le bas peut blesser un petit peu aussi à ce niveau-là. Donc, je m'arrête de parler. Je laisse la place pour la présentation sur les clauses. Certaines personnes se sont manifestées là à la pause pour faire une présentation sur les jurisprudences en matière de confidentialité. On peut avoir plusieurs arrêts, hein. Là, il y aura un arrêt. On peut en avoir 2, 3. L'idée, c'est que en nombre d'entre nous, on passe. Donc, manifestez-vous à moi, soit à la fin de la séance, soit par mail. Il faut que le 15 décembre, on ait